Bienvenue dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que le plaisir est partagé. Nous allons dans cette émission reprendre l'histoire de la famille Borgia, écrite par Alexandre Dumas. Donc je le rappelle, on va suivre l'aventure surtout de 3 personnages. Rodrigo, qui est plus connu sous le nom du pape Alexandre VI, de sa fille Lucrèce, mais qui a un rôle un peu secondaire dans cette histoire, et surtout de César. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver dans l'intégralité toutes les émissions sur le site de l'émission. Et retrouvez-moi dans la prochaine émission parce que je vous montrerai un beau tableau. Mais installez-vous confortablement, je vous souhaite un très bon moment. À cette rencontre, où chacun avait choisi son homme comme dans un tournoi, grand homme de lance, se brisèrent, et surtout entre les mains des chevaliers italiens, car leurs lances, à eux, étaient creuses pour être moins lourdes, et par conséquent se trouvaient être moins solides. Aussitôt, ceux qui avaient désarmé mirent l'épée à la main. Comme ils étaient beaucoup plus nombreux que les nôtres, le roi les vit tout à coup déborder notre aile droite, de sorte qu'ils semblaient prêts à nous envelopper. En même temps, de grands cris retentirent face du centre. C'étaient les stradiotes, qui traversaient la rivière afin d'exécuter leur attaque. Le roi divisa aussitôt son corps d'armée en 2 détachements et donna l'un au bâtard de Bourbon afin qu'il fît face aux stradiotes et s'élança avec l'autre au secours de l'avant-garde. Se jetant au milieu de la mêlée, frappant en roi, mais combattant comme dernier des capitaines, secondé par ce renfort, l'arrière-garde tient bon, quoique les ennemis fussent 5 contre 1, et le combat, sur ce point, continuant avec un acharnement merveilleux. Selon l'ordre qu'il avait reçu, le bâtard de Bourbon s'était élancé au-devant des stradiotes. Mais, ayant été emporté par son cheval, il était entré si profondément dans leur rang qu'il y avait disparu. Cette perte de leur chef, jointe au costume étrange de ces nouveaux antagonistes et à la façon particulière dont ils combattaient, produisit quelques impressions sur ceux qui devaient leur faire tête. De sorte que le désordre se mit un moment parmi le centre, et que les cavaliers s'éparpillèrent au lieu de se sentir serrés et de combattre en corps à corps. Cette fausse manœuvre leur ait été désavantageuse si la plupart des stradiotes, voyant les bagages isolés sans défense, n'avaient, dans l'espoir du butin, couru à eux au lieu de poursuivre leur avantage. Cependant, le gros de la troupe demeura à combattre, pressant vivement les chevaliers français dont ils tranchaient les lances avec leurs terribles cimetères. Heureusement, le roi, qui venait de repousser l'attaque du marquis de Mantoue, vit ce qui se passait derrière lui et revenant à grande course de cheval au secours de son centre, de sa maison, il tomba sur les stradiotes avec les gentilshommes de sa maison, non plus armé de sa lance, car il venait de la briser, mais de sa longue épée. On voyait flamboyer autour de lui comme un éclair, si bien, soit qu'il fût emporté par son cheval, comme le bâtard du Bourbon, soit qu'il se laissa entraîner à son courage, il se trouva tout à coup au plus pressé des stradiotes, accompagné non seulement de 8 des gentilshommes qu'il venait de faire, d'un de ses écuyers nommé Antoine des Embus, et de son porte-bannière criant « France, France !» pour allier à lui tous ces gentilshommes épars qui, voyant que le danger était moins grand qu'ils ne l'avaient cru, commençaient à prendre leur revanche et à rendre avec usure aux stradiotes les coups qu'ils en avaient reçus. Les choses allaient encore mieux qu'à l'avant-garde que le marquis de Caraggio devait attaquer, car, quoiqu'à la tête d'une bataille forte, supérieure en nombre à celle des Français, et quoiqu'il eût paru animé d'abord des plus formidables intentions, il s'arrêta court, en changeant à la distance de 10 ou 12 pas de notre front de bataille, et fit volte-face sans rompre une seule lance. Les Français voulurent les poursuivre, mais le maréchal de Gier, craignant que cette fuite ne fût un piège pour l'éloigner de l'avant-garde du centre, ordonna à chacun de se tenir en place. Cependant, les Suisses allemands, qui ne comprenaient pas cet ordre, ou qui ne le prirent pas pour eux, s'élancèrent à leurs trousses et, quoiqu'à pied, ils les joignirent et leur tuèrent 100 d'hommes.
ce qui suffit pour mettre un tel désordre parmi eux que les uns s'éparpillèrent dans la plaine et que les autres se jetèrent à l'eau pour traverser la rivière et rejoindre leur camp. Ce que voyant le maréchal de Gier, il détacha une centaine d'hommes d'armes pour aller secourir le roi, qui, continuant de combattre avec un courage inouï, courait les plus grands dangers, séparé qu'il était constamment de ces gentilshommes qui ne pouvaient le suivre, car partout où il y avait du danger, il s'y précipitait, criant « France !» et s'inquiétant peu à peu si on le suivait. Aussi, il n'était plus avec son épée qu'il combattait, il avait longtemps qu'il l'avait brisée comme sa lance, mais avec une lourde hache d'armes dont tous les coups étaient mortels. Aussi les stradiotes, déjà fortement pressés par la maison du roi et par les pensionnaires, passèrent-ils bientôt à l'attaque, à la défense et à la défense de la fuite. Ce fut, en ce moment, que le roi courut le plus grand danger, car, s'étant laissé emporter à la poursuite des fuyards, il se trouva bientôt seul, envoyé de ces hommes qui, s'ils n'eussent point été frappés d'une telle terreur, n'auraient eu qu'à se réunir pour l'étouffer lui et son cheval. Mais comme dit Comines, est-ce bien gardé celui que Dieu garde? Et Dieu gardait le roi de France. En ce moment néanmoins, l'arrière-garde était rudement pressée, et quoique M. de Guise et de la Trimouille tinssent aussi ferme qu'il était possible de tenir, il est probable qu'il leur fallut céder au nombre si un double secours ne leur était pas arrivé. L'un de leurs était apporté par l'infatigable Charles VIII, qui, n'ayant plus rien à faire parmi les fuyards, venait de nouveau de se jeter au milieu des combattants, et l'autre par les valets de l'armée, qui, délivrés de l'attaque des stradiotes, et voyant fuir leurs ennemis, accouraient armés de haches, avec lesquelles ils taillaient le bois pour bâtir leur logis, et qui se jetèrent au milieu des combattants, coupant les jarrets des chevaux, et brisant à grands coups les viscères des cavaliers démontés. Les Italiens ne purent tenir à ce double choc. La Furia Francese détruisait tous les calculs stratégiques possibles, et depuis près d'un siècle, ils avaient désappris ces luttes sanglantes et harnachées pour les espèces de tournois qu'ils appelaient leur guerre. De sorte que, malgré les efforts de François de Gonzague, à l'arrière-garde aussi, ils tournèrent le dos et prirent la fuite, repassant en grande hâte, et surtout à grande peine, le torrent gonflé encore par la pluie, qui avait tombé durant toute la bataille. Quelques-uns étaient d'avis de poursuivre les vaincus, car il y avait un tel désordre dans leurs armées que du camp de bataille dont les Français étaient restés si glorieusement les maîtres, on les voyait fuir dans toutes les directions, encombrant les routes de Parme et de Berghetto, mais le maréchal de Gier et M. de Guise et de la Trimouille, qui avaient assez fait pour ne pas être soupçonnés de reculer, arrêtèrent cet élan en faisant observer qu'hommes et chevaux étaient si fatigués que c'était s'exposer à perdre l'avantage obtenu que d'essayer de le pousser plus loin. Ce dernier avis fut donc adopté malgré l'opinion de Trivulus, de Camille Vitelli et de Francesco Secco, qui voulaient qu'on le poursuivît la victoire. Le roi se retira dans un petit village sur la rive gauche du Tarot et se mit à l'abri dans une pauvre maison où se désarma. C'était peut-être de tous les capitaines et de tous les soldats celui qui avait le mieux combattu. Pendant la nuit, le torrent grossit tellement que l'armée italienne fut remise de sa frayeur, n'aurait pu poursuivre l'armée française. Le roi, qui après une victoire ne voulait pas avoir l'air de fuir, demeura toute la journée en bataille. Et le soir, il alla coucher à Médécéna, petit village situé à 1 mille plus bas seulement que le hameau où il s'était reposé après le combat. Mais, pendant la nuit, réfléchissant à ce qu'il avait fait pour l'honneur de ses armes, en battant une armée 4 fois plus forte que la sienne, en lui tuant 3000 hommes et en l'attendant 1 jour et demi pour lui donner le temps de reprendre sa revanche, il fit 2 heures avant le jour ranimer les feux
afin que les ennemis le crussent toujours en son camp. Et chacun étant monté à cheval sans bruit, toute l'armée française, maintenant à peu près hors de danger, continua sa course vers Borgo San Donnino. Pendant ce temps, le pape était rentré à Rome, où les nouvelles les plus en harmonie avec sa politique ne tardèrent point à arriver. En effet, il apprit que Ferdinand était passé de Sicile en Calabre, avec 6000 volontaires et un nombre considérable de cavaliers de fantassins espagnols, que lui amenait de la part de Ferdinand et d'Isabelle le fameux Gonzalve de Cordoue, qui arrivait en Italie avec une réputation de grand capitaine à laquelle la défaite de Seminara devait porter quelques atteintes. Presque en même temps, la flotte française était abattue par la flotte aragonaise. Enfin, la bataille du Tarot, toute perdue qu'elle était par les confédérés, était encore une victoire pour le pape, puisque son résultat était d'ouvrir un retour vers la France à celui qu'il regardait comme son ennemi le plus mortel. Aussi, comprenant qu'il n'avait plus rien à craindre de lui, il envoya à Charles VIII, qui s'était arrêté un instant à Turin pour secourir Novare, un bref par lequel, en vertu de son autorité pontificale, il lui ordonnait, ainsi qu'à son armée, de sortir d'Italie et de rappeler les troupes qu'il avait encore au royaume de Naples dans un délai de 10 jours, sous peine d'être excommunié et sommé de comparaître devant lui en personne. Charles VIII répondit qu'il ne comprenait pas comment le pape, chef de la Ligue, lui ordonnait de sortir d'Italie, tandis que les confédérés non seulement lui avaient refusé le passage, mais encore avaient tenté, quoique inutilement ainsi qu'avait pu l'apprendre sa sainteté, de lui fermer tout retour vers la France. Deuxième chose, que pour ce qui était de rappeler ses troupes de Naples, il n'était pas assez irreligieux pour le faire, attendu qu'elle n'était entrée dans le royaume que du consentement et avec la bénédiction de sa sainteté. Troisièmement, que quant à la comparution en personne dans la capitale du monde chrétien, il s'étonnait extrêmement que le pape exigeait à cette heure, puisque 6000 semaines auparavant, ayant vivement désiré à son retour de Naples, s'aboucher avec sa sainteté pour lui donner les marques de son respect et de son obéissance sainteté, au lieu de lui accorder la faveur qu'il demandait. Quant à ce dernier article, cependant, il promettait à sa sainteté, si de son côté elle voulait s'engager cette fois à l'attendre, de lui donner la satisfaction qu'elle désirait, en retournant à Rome aussitôt que les affaires qui le rappelaient à son royaume seraient terminées à sa satisfaction. Quelque railleuse fierté qu'il y eut dans cette réponse, Charles VIII n'en fut pas moins bientôt contraint par les circonstances à obéir, en partie au bref étrange qu'il avait reçu. En effet, malgré l'arrivée d'un renfort de Suisse qui venait à son secours, il fut forcé, tant sa présence était urgente en France, de faire avec Ludovic Sforza une paix par laquelle il lui cédait Novare. Tandis que Gilbert de Montpensier et d'Aubigny, de leur côté, après avoir défendu la Calabre, la Basilicate et Naples, pied à pied, furent enfin réduits, après un siège de 32 jours, à signer le 20 juillet 1496 la capitulation d'Atella, qui stipulait la remise à Ferdinand II, roi de Naples, de toutes les places et forteresses de son royaume. Royaume, forteresse et place dont il ne jouit que 3 mois, étant mort d'épuisement le 7 septembre, au château de la Somma au pied du Vésuve, sans que les soins que lui prodigua sa jeune femme eussent pu réparer le mal que sa beauté avait fait. Son oncle, Frédéric, lui succéda, et ainsi, depuis 3 ans qu'il était pape, Alexandre avait vu, à mesure qu'il s'affermissait, lui, sur le siège pontifical, 5 rois passer sur le trône de Naples. C'étaient Ferdinand Ier, Alphonse III, Charles VIII, Ferdinand II et Frédéric. Tous ces tremblements de trône et cette succession rapide de ces souverains étaient ce qui pouvait arriver de plus dangereux à la fortune d'Alexandre VI, puisque chaque nouveau monarque n'était véritablement roi qu'à la condition qu'il serait revêtu de l'investiture pontificale. Il en résulta qu'en pouvoir et en crédit, Alexandre était le seul qui eût gagné à tous ces changements.
puisqu'il avait successivement été non seulement reconnu, malgré ses simonies, comme le chef suprême de l'Église, par le duc de Milan, les républiques de Florence et de Venise, qui avaient traité avec lui, mais encore successivement adoré par les 5 rois qui s'étaient succédés sur le trône de Naples. Il pensa donc que le moment était venu de fonder la puissance de sa maison en s'appuyant d'un côté sur le duc de Gandhi, qui devait remplir toutes les hautes dignités temporelles, tandis que César Borgia serait appelé à toutes les grandeurs, à les grandes fonctions ecclésiastiques. Le pape s'assura de ses nouveaux projets en nommant 4 cardinaux espagnols qui, portant à 22 le nombre de ses compatriotes dans le sacré collège, lui assuraient une constante et certaine majorité. La première nécessité de la politique pontificale était de déblayer les environs de Rome de tous ces petits seigneurs qu'on appelait les vicaires de l'Église et qu'Alexandre appelait, lui, les menottes de la papauté. On a vu qu'il avait déjà commencé cette œuvre en suscitant les Orsini contre les Colonna. Lorsque l'entreprise de Charles VIII l'avait forcé de réunir toutes les ressources de son esprit et toutes les forces et les États comme pour en faire une garde autour de sa propre sûreté. Mais voilà que dans leur imprudence, les Orsini, les anciens amis du pape, étaient passés à la solde des Français et étaient entrés avec eux dans le royaume de Naples, de sorte que Virginio, l'un des principaux chefs de cette puissante maison, avait été pris pendant la guerre et était captif de Ferdinand II. C'était une occasion qui ne pouvait laisser échapper Alexandre, aussi après avoir sommé le roi de Naples de ne point relâcher celui que dès le 1er juin 1496, il avait déclaré rebelle le 26 octobre suivant, c'est-à-dire dans les premiers jours du règne de Frédéric. Qu'il savait, lui, être tout acquis par le besoin qu'il avait de recevoir l'investiture, il prononça en consistoire secret une sentence de confiscation contre Virginio Orsini et toute sa famille. Puis, comme il n'était pas le tout que de déclarer les biens confisqués, mais qu'il fallait encore en déposséder les propriétaires, il fit des ouvertures aux Colonna, disant que comme preuve de retour de son amitié pour eux, il les chargerait d'exécuter, sous les ordres de leur fils François, duc de Gandhi, la sentence rendue contre leurs vieux ennemis, affaiblissant toujours aussi ses voisins, l'un par l'autre, jusqu'à ce qu'ils pussent sans danger attaquer et faire disparaître les vainqueurs et les vaincus. Les Colonna acceptèrent la proposition et le duc de Gandhi fut nommé général de l'Église. Charles, son père, revêtu des habits pontificaux, lui remit lui-même les insignes dans l'église de Saint-Pierre de Rome. Les choses marchèrent d'abord, comme l'avait espéré Alexandre VI, et avant la fin de l'année, l'armée pontificale était maîtresse d'un grand nombre de châteaux et de forteresses, toutes appartenant aux Orsini. De sorte que ceux-ci regardaient déjà comme perdus lorsque Charles VIII, à qui il s'était adressé sans grande espérance, que préoccupé comme il l'était de ses propres affaires, il put leur être d'un grand secours, à défaut d'armes et de troupes. Charles Orsini, fils de Virginio, qui était prisonnier, et Vitellozzo Vitelli, frère de Camille Vitelli, l'un des 3 vaillants condottieri italiens, qui s'était mis à sa sole et avait combattu avec lui au passage de Taro, des 2 capitaines, dont l'entourage et l'habileté étaient connus, apportaient avec eux une somme d'argent considérable qu'ils tenaient, de la libéralité de Charles VIII, de sorte qu'à peine furent-ils à Città di Castello, centre de leur petite souveraineté, et eurent exprimé l'intention de lever un corps de gendarmerie, que les hommes se présentèrent de tous côtés pour s'engager à leur bannière. Ils eurent donc bientôt rassemblé une petite armée, et comme ils avaient été à la même, pendant leur séjour chez les Français, d'étudier la partie de leur organisation militaire par laquelle ils étaient supérieurs aux Italiens, ils appliquèrent toutes ces améliorations à leurs troupes. Elles consistaient surtout dans un certain changement au train d'artillerie qui les rendait plus faciles à manœuvrer
et dans la substitution aux armes ordinaires de piques semblables à celles des Suisses pour la forme et de 2 pieds plus longues. Et voilà, je vais m'arrêter là dans cette lecture. Mais retrouvez-nous très vite pour la suite de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui la commencent. À très vite.